Bienvenue à toutes et à tous. On va parler maintenant d'un grand homme de la SF française, qui est Heyerdahl, dont, si vous ne le savez pas, le prix est remis chaque année sur Imaginaire. Pour en parler, oui, j'ai pas eu l'idée la plus brillante de l'année en faisant ça. Pour en parler ce soir, j'aurai avec moi Sarah. Sarah qui a accompagné Yal Heyerdahl dans ses combats, mais aussi dans la vie. Voilà. Jean-Claude Duniac, qui a eu aussi la chance d'écrire à quatre mains avec Heyerdahl. Oui, j'ai le droit de dire oui. Tu as le droit de dire oui, voilà. Il faut poser des questions binaires. Et Mireille Rivalan de La Talente. Bonjour. Bonjour, qui n'a pas édité Heyerdahl, mais dont, si je ne dis pas de bêtises, l'édition a démarré à peu près à la période où Heyerdahl a démarré aussi. Oh, de toute façon, les points de croisement sont nombreux. Avant de rentrer plus dans ce qu'est l'homme, etc., j'aimerais que vous nous partagiez votre première rencontre avec Heyerdahl. On commence par toi, Sarah ? J'ai rencontré Heyerdahl en 98, lors de ma première incursion dans le milieu de la science-fiction française, au Galaxial à Nancy. Et je suis arrivée, j'avais 7 interviews à faire, et puis j'ai vu de dos cet homme. Je dis, mais c'est Heyerdahl. J'ai demandé à ce qu'on me le présente, on m'a dit non, t'as qu'à le faire toi-même. Donc je l'ai fait, et je l'ai interviewé pour la première fois à cette occasion-là. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la même date, mais je pense que c'est la même date où Jean-Claude pourra corriger l'année d'après, où je rencontre vraiment Heyerdahl. Et moi, c'est grâce à Jean-Claude, c'est-à-dire que c'est au Galaxial à Nancy, donc j'hésite entre 98 et 99. Et j'assiste à une conférence où ils participent tous les deux, je crois, avec une histoire de quantité de noms ou de jeux de mots ridicules à caser, dont bien sûr le public n'est pas au courant. Je me retrouve du coup à débriefer assez naïvement avec Jean-Claude de ces renoncules en tout genre qu'il fallait citer. Et en fait, il y avait Yal, ça y est, ça te revient. Et il y avait Yal. Et nous étions en projet d'un premier recueil de nouvelles avec Jean-Claude. Évidemment, je n'ai pas publié Yal qui avait son éditeur, à l'époque j'ai lu, et son éditrice à suivre de toute façon, Marion. Et on le sait déjà, que je suppose qu'on se dit que ça n'arrivera pas parce qu'il y a toute cette histoire. Bon, il est aussi ami avec Pierre Bordage, qui est aussi auteur et ami. Bon. Et en fait, se décide là cette chose qui fait que, oui, j'ai publié du Heyerdahl. C'est-à-dire que quand il nous voit en train d'inventer ces recueils, il dit « j'écrirai les 4e ». Or, comme Yal, il n'y avait pas une feuille de cigarette entre dire et faire, c'était un homme en acte, et bien donc nous avons, toi tu as des 4e écrits par Yal, et La Talente a des 7 4e jusqu'avant son décès, signé d'Heyerdahl. Ça continue, oui. C'est toujours des 4e d'Heyerdahl. Oui, parce que du coup, comme c'est un pilleur d'épave, il cite Yal. Ce qui dit, non mais on peut citer Yal, c'est pas la peine de faire une autre 4e. Mais voilà, ça c'est la première rencontre avec Yal. Voilà, donc... Et de ton côté, Jean-Claude ? Moi, ça a été particulier parce qu'en 92, Heyerdahl a gagné le Grand Prix de la science-fiction française pour son roman « Demain une oasis » qui était publié chez Le Fleuve Noir. Et moi, j'avais gagné cette même année-là le prix Rosny Aîné pour Étoile morte, qui avait été publié en 2 tomes par Le Fleuve Noir. Et donc, pour la première fois de sa vie, et la dernière, Le Fleuve Noir avait gagné tous les prix cette année-là. Et donc, ils se sont sentis obligés de faire un cocktail, et à laquelle je suis allé parce que j'ai amené mon épouse et j'ai dit je veux absolument rencontrer ce type parce que les premiers bouquins d'Heyerdahl, je les ai pris comme des baffes dans la gueule. J'ai dit c'est ça que je veux savoir faire. Et donc j'ai cherché
qui était à Yerdal, dans un machin qui est grand à peu près comme cette salle, qui était bourré de monde. Alors à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas nos photos sur les bouquins. Ce qu'on avait, c'était des paquets de cigarettes. Et bon, c'était difficile à reconnaître. Et j'ai vu cette dame qui était en noir, là, qui était un peu sèche, qui était... Qui le cherchait partout. Ouais. Qui te cherchait partout. Non, mais qui cherchait autour. Et je me suis approché, je me suis dit, cette dame, elle a le profil d'une attachée de presse, elle doit savoir qui est à Yerdal. Et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me dire qui est à Yerdal? Et elle m'a dit, vous êtes qui, vous? Alors j'ai dit, je m'appelle Jean-Claude Dugnac. Elle m'a empoigné, elle m'a soulevé, elle a crié, Yal, je le tiens. Et j'ai vu arriver cette espèce de type avec des cheveux jusqu'aux épaules, comme j'avais moi. Et il m'a dit, Dugnac, à Yerdal, il faut qu'on se parle. Et j'ai dit, je suis venu pour ça. Et on s'est barré. On a laissé tomber les gens du cocktail. On est allé dans un bureau vide. On est resté à discuter pendant des heures. Et quand on est ressorti, le cocktail était terminé, il n'y avait plus personne. Et j'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir sortir du truc, tellement ils avaient fermé. Alors heureusement, il y avait un gardien qui nous a ouvert, quoi. Et qui a vérifié qu'on n'emportait pas les ordinateurs ou quoi que ce soit, quoi. Et à partir de là, je dirais qu'on ne s'est plus quitté. C'est-à-dire la première chose qu'on a découvert, c'est qu'on aimait faire la cuisine tous les deux. Et donc, il m'a invité chez lui. Et moi, je suis arrivé avec mon foie gras, mes confits, et j'ai fait un confit aux 2 pommes. Puis il est arrivé à la maison, il arrivait avec son Bourgogne. Et moi, je lui ai expliqué que le Bourgogne, c'était un vin machin, alors que les Bordeaux, c'est très bien. Et il m'expliquait que les Bordeaux, c'est pas... Bref, nous avons eu des grands débats littéraires sur cet aspect-là. Et chaque fois que quelque chose divergeait quand on écrivait Étoile mourante, on se remettait à faire la cuisine ensemble. Et sans se parler du bouquin, sans quoi que ce soit, juste en épluchant les carottes et en discutant de choses et d'autres, on était revenus sur la même ligne. Et vous qui avez beaucoup échangé avec lui, etc., c'est quoi la SF pour lui? Qu'est-ce qui le motivait dans la science-fiction plus que dans un autre genre? C'est un ouvrage philosophique qui permet de parler de politique et du monde. Et qui permet de citer Sartre à tout bout de champ. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Oui, et puis la science-fiction est à peu près la seule littérature qui est la littérature de la métamorphose. C'est-à-dire, dans un livre de science-fiction, le monde change. Entre le début du livre et la fin, vous avez une métamorphose. En littérature générale, vous avez une métamorphose du personnage, vous avez une métamorphose quelquefois du point de vue. Mais en science-fiction, le monde, l'univers, la manière de revoir la réalité change. On peut le faire. Et c'est ce que Yal avait envie de faire dès le départ. Il avait envie que la réalité humaine devienne plus humaine. Et la seule façon littérairement d'y arriver, c'était par la science-fiction. Et j'ajouterais que du coup, il arrive à la science-fiction en l'écrivant, mais ensuite, il y a ce milieu de la science-fiction qui rejoint ce que dit Jean-Claude aussi, à savoir que c'est un milieu où on va accueillir des gens extrêmement différents. Il n'y aura pas ce formatage, qu'il soit bourgeois, qu'il soit politique, qu'il soit genré. Enfin, il y avait toute une possibilité aussi dans ce milieu de développer aussi des compagnons et des compagnes d'engagement, puisque c'était un homme engagé et un écrivain engagé. Mais quand il a débarqué dans le milieu de la science-fiction française, il n'a pas été très bien accueilli. Lui et Pierre Bordage, ils ne venaient pas du sérail, ils ne venaient pas du fandom, et donc au départ, on les regardait, on leur disait mais c'est qui ces gens, mais d'où ils viennent? Et il a fallu, je crois que c'est Mandy, qui tape sur la table lors d'un repas en disant mais vous allez arrêter de faire chier, vous allez accueillir ces gens, ils écrivent de la SF comme nous, ils l'écrivent bien. Oui, c'est en partie exact. Il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il y avait tout un tas de gens qui ont accueilli à Yerdal et Bordage d'ailleurs en disant putain ce talent, viens me parler, bienvenue. Ça existait ça aussi. Et d'ailleurs il faut savoir que Yal lui-même, dès qu'il a eu une espèce de stature, et c'est arrivé très vite, a à son tour accueilli énormément de gens. Yal a été la personne la plus accueillante et la plus soutenante des auteurs. C'est quelqu'un qui a fait vraiment travailler des tas d'auteurs et d'autrices, qui les a présentés à des éditeurs, qui a fait ce travail de passeur. Et moi, je lui en suis profondément reconnaissant. Il était d'une générosité extraordinaire. Il y a moins d'accueil aujourd'hui. C'est un peu plus difficile pour les nouveaux, mais il y a plus de nouveaux qu'avant aussi, qui débarquent plus souvent. Mais oui, entre Ayordal et Roland Wagner, on était accueillis comme des petits frères et des petites sœurs.
On venait nous prendre par la main, on nous présentait tout le monde et hop, c'était parti. Oui, puis au-delà de ça, alors Jean-Claude a fait partie de ces gens-là, c'est-à-dire que tant Yal que Roland et que Jean-Claude ont aussi accompagné les gens, enfin c'est les gens à qui ils pouvaient envoyer leurs textes et être lus. Et ça, je pense que c'est énorme. Et ça, tout le monde ne le fait pas, alors soit parce qu'il n'en a pas envie, soit parce qu'il n'en a pas le temps. Mais par contre, eux, ça voulait dire ça. Et Yal a vraiment entraîné, je pense, dans son sillage, là encore, cette histoire d'engagement, et puis à faire corps, alors, c'est pas le bon mot qui me vient, mais à faire groupe, voilà, et à une sorte de parlement, de gens qui ont ce que a dit très bien Jean-Claude, comme projet, que l'humain aille au-delà de ce qu'il est. Et j'ai noté qu'en 96, il y a une anthologie qui est sortie chez J'ai lu. Alors, je ne connaissais pas, moi, Ayyerdal, je l'ai connu beaucoup plus tard, parce que je l'ai croisé la première fois en 2004, si je ne dis pas de bêtises, en vrai. Donc, j'ai préparé un petit peu et j'ai vu qu'en 96, il y avait cette anthologie Genèse. Et quand je vois le sommaire, alors pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le regarder, on retrouve des noms qui sont très connus aujourd'hui dans le milieu de l'imaginaire, mais pas que. Elisabeth von Harburg, Jean-Marc Ligny, Jean-Claude Duniac, Pierre Bordage, Bernard Werber, Francis Carsac, Jean-Louis Trudel et Richard Canal. Qu'est-ce qui fait que... Serge Lehmann, qui avait fait, qui avait fait un texte extraordinaire, qui restait un texte vraiment inoubliable. Et du coup, qu'est-ce qui fait que Ayyerdal a eu cette possibilité de mener cette anthologie, alors que si je ne me trompe pas, il y avait très peu d'auteurs français à cette période qui pouvaient y aller? Yal, c'est quelqu'un à qui tu dis pas non. Tu sais pas dire non. Parce qu'il est face à un mur, il a une tête, c'est le mur qui va tomber, c'est pas sa tête. Et il avait envie de faire cette anto, il avait la chance d'avoir Marion Mazury qui a été littéralement sa sœur en écriture, enfin en écriture en dialogue. C'était vraiment ce mariage parfait entre l'éditrice et l'auteur, tu vois. Et il lui a dit, il faut faire une anthologie. Ils ont fait l'anthologie. Et la démarche consistant à dire, on prend ces gens, et parce qu'on les rassemble en un même lieu, qu'on montre qu'ils ont des tas de points communs, on crée un mouvement par la simple juxtaposition d'individualités qui sont très fortes. Ben ça, Yal faisait ça très bien. Et Marion Mazury l'a déjà fait aussi pour le nouveau roman ou des choses comme ça, quoi. Donc, ça s'est bien trouvé. Voilà. Et c'est vrai que ça a eu une importance énorme. Et puis, 2 ans plus tard, en partie grâce à ça, Serge Lehmann a vendu le principe de Escale sur l'horizon, enfin au Fleuve Noir, qui a eu quand même 3 épisodes. Chaque année, il y en a une. Et puis, c'est même ressorti après chez De Noël. Donc, quelque chose s'est produit. C'est-à-dire qu'il a mis en place un moyen de montrer aux gens que la science-fiction française de nouvelles, d'idées, etc., fonctionnait, qu'elle existait. Et que par conséquent, elle avait un pouvoir éditorial et on pouvait en faire quelque chose. Et il y a une particularité aussi de la science-fiction qui était très importante pour Yal, c'est qu'il n'y a pas de compétition. On est tous dans le même bateau et on est tous ensemble. On n'est pas en train de se tirer les uns sur les autres, on n'est pas en train de dire « je suis meilleur que toi ». Non, on écrit tous ensemble, on fait partie du même voyage et c'était quelque chose qui était très très important pour lui, cette absence totale de compétition en fait. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, en science-fiction, chacun de nous est le meilleur, mais le meilleur dans sa catégorie, si tu veux. Et comme nous sommes le seul de notre catégorie, on est aussi le plus mauvais, puisqu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Mais donc la compétition n'existe pas. Il y a une chose qui est très importante aussi, en science-fiction, Mireille vous le confirmera, il n'y a pas d'argent. Donc à partir du moment où on ne se bat pas pour de l'argent, on ne se bat pas vraiment. Et puis, on se fait des bisous. Ça aussi, ça aide. Alors, Roland serait là, il te dirait, c'est bien parce que toi, tu as toujours eu des thunes que tu peux dire ça. Donc, c'est vrai, hein, ouais, mais Roland était... Alors, on parle de Roland C. Wagner, de Roland Wagner. Qui malheureusement nous a quittés aussi. Ben oui, lui en 2012, hein, il était précoce. Et mais dans la question de l'argent, je pense que comme dans toute la littérature, par contre, il y a plein de gens qui écrivent avec des projets de vie différents.
Ce qui est certain, par contre, c'est que la valorisation, et c'est là que ce que tu dis est juste, hein, c'est que la valorisation à coût de Goncourt, à coût de prix qui, non pas d'ailleurs donnent beaucoup d'argent, mais qui en génèrent, hein, n'a pas ce poids-là, en France en tout cas. Et sans doute que ça rend effectivement la part artisanale et du coup plus collégiale de cette discipline. Mais je pense qu'il y aurait possibilité qu'il y ait de l'argent. Je ne crois pas que ça changerait grandement les choses et j'ai tendance à regarder ça du côté britannique ou américain où je ressens quand même, quand tu vas à une WorldCon par exemple, un gars comme John Scalzi qui quand même déroule les contrats. Nous, on a eu cette année la chance de le voir rencontrer une jeune autrice là, qu'on a commencé à publier, Primi Mohamed, une jeune Canadienne. Mais je veux dire, John, il se met aux platines, il fait une soirée karaoké ou dansante et il accueille pareillement une jeune femme qui lui dit « Alors moi, je ne suis pas du genre à faire des séries, ça c'est pour les vieux du XXe siècle. » Et il rit, enfin il l'accueille. Voyez, donc je pense que là aussi, c'est la question du point de vue. Hein, science-fiction, qu'est-ce qui fait que nous aimons et que nous pratiquons d'un bout d'un autre la science-fiction? C'est parce qu'il y a cet effet de point de vue qui fait que, à partir du moment où on privilégie le point de vue, eh bien, on écoute les autres penser, parler, et on a besoin de la multiplicité. Oui, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand on est un auteur et quand on est un lecteur comme ce que je suis, on tombe sur quelqu'un dont le premier bouquin vous colle une claque. Vous dites, voilà quelqu'un qui va m'accompagner pour le reste de ma vie et qui va me fournir ma came. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc ces gens, on va les voir, on leur paye un coup à boire et on leur parle parce qu'ils sont précieux. Et ça a été la démarche, mais systématique depuis le début. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. J'ai eu la chance d'avoir Michel Jury, qui, à l'époque où j'avais 4 nouvelles, 5 nouvelles, a pris la peine de s'occuper de moi. Et à qui je disais, mais Michel, je ne pourrai jamais te rendre ce que tu me donnes. Et qui m'a dit, tu peux pas parce que j'ai 30 ans d'avance sur toi. Mais par contre, dans 30 ans, quand tu seras devenu quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrivera, qui sera tout jeune, et c'est à lui que tu le rendras. Et tu lui expliqueras que quand cette personne, 30 ans plus tard, sera avec ça, qu'il y a une chaîne. Voilà. Et ça c'est un principe de SF, le pay it forward. Le pay forward, c'est ça. C'est tu rembourseras à la personne suivante. Et quand je présente la science-fiction française à mes étudiants, ils me demandent toujours, mais c'est quoi la... Je dis, mais en France, en francophonie, on a des voix. Aux États-Unis et en Angleterre, il y a des genres. Il y a des gens qui vont écrire plus ou moins dans un genre. Les francophones, ils écrivent dans tous les genres, mais surtout, ils ont une voix. Ils ont chacun leur musique, leur voix, leur façon de raconter les choses. Et c'est là où ils ont leur singularité à eux. Et si on continue, alors passeur de talent, découvreur de talent, accueillant, etc., et dans le même temps, cette réputation d'homme en colère de l'ASF, qu'est-ce qui le rendait en colère, Yal? Tout. Le monde en général, l'injustice, l'inégalité, la difficulté, tout le rendait en colère. Parce que le monde est injuste, mais tout le rendait il était capable de se mettre en colère tous les matins en se réveillant parce que c'était juste pas possible de ne pas l'être, en fait. Et cette colère, on la ressent très fortement dans ces romans, on le voit. Donc, alors moi, j'ai une préférence pour Demain une oasis. Voilà, je suis plutôt classique sur le sujet. Il a beaucoup travaillé aussi autour du droit des auteurs, le droit du cerf, si je... Le droit du cerf, c'est en 2000 que ça commence. C'est en 2000, ça commence. Avec la réflexion autour du contrat et d'une meilleure répartition des droits. Un contrat qui soit un peu différent de ce qui était à l'origine. Une réflexion sur la durée d'un contrat, parce que fut un temps où tous les contrats d'édition étaient pour la durée de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur. Là, c'est quelque chose qu'il a commencé à remettre en question. Il a commencé à réfléchir à est-ce que la représentation, est-ce que l'adaptation devait être véritablement une spécialité de
de l'éditeur ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait donner à faire à quelqu'un d'autre? C'était la première grosse réflexion sur le droit d'auteur, c'était le droit du serf, donc serf, S-E-R-F, donc le servage, la servitude, pour réfléchir vraiment à la place de l'auteur aussi dans la chaîne du livre, de savoir que c'est sans l'auteur, il n'y a pas de littérature, je crois qu'est dit Aurélie Filippetti, et pourtant, c'est pas toujours l'auteur qui a la part la plus belle. Et c'était important de remettre ça un petit peu au milieu de la scène et de donner de l'importance à la création littéraire, à l'invention qui ne peut venir que de l'auteur. Cette partie-là a évolué modestement encore. Par contre, les auteurs de BD s'en sont emparés. Donc, il y a eu un relais qui a été pris du côté des auteurs de BD. Et je pense que tout ça va... parce qu'eux, ils arrivent à se fédérer et qu'ils sont dans une situation plus critique. Non, ils sont surtout dans une... Enfin, ils sont plus critiques. Dans une position de pouvoir supérieure. Je pense qu'ils peuvent vraiment... ils ont commencé à obtenir des choses, mais ce qu'a lancé YAL début 2000, alors moi je trouve que ça a servi parce que je trouve que ça n'a pas assez servi, mais je trouve que ça a servi parce que quand il s'est agi de faire du livre numérique, donc début des années 2010, toute cette réflexion qu'il avait posée, en tout cas, nous, à la Talente, en discutant, en l'occurrence, nous, c'est des contrats qu'on a bâtis avec des Pierre Bordage et des Roland Wagner. Donc, ils étaient pétris de ces 10 ans de réflexion. Et bien sûr, on t'a consulté, tu as raison. Nous, on a vraiment consulté les auteurs. Et ça, je pense que ça a permis cela. Parce qu'aussi, il fallait que les auteurs se l'autorisent. Et il y a des auteurs qui soit n'y pensent pas, soit ne veulent pas. Toi, tu étais toujours d'accord pour réfléchir à des modalités, parce que tu avais de l'avance. Mais quelqu'un comme Pierre Bordage, qui est toujours d'accord pour y réfléchir, mais en fait, par exemple, ne lira jamais un contrat en entier. J'ai tout essayé pour lui faire lire un contrat en entier, que ce soit le nôtre ou celui des autres. J'ai fait exprès des grosses bêtises pour vérifier. Rien. Je lui ai beaucoup reproché de ne pas lire les contrats des autres, mais il ne lit pas les nôtres non plus. Donc je veux dire, c'est pas... Par contre, sur le fait de réfléchir, il n'y avait pas de problème. Et heureusement qu'il y avait YAL pour des gens comme lui. Donc il y a besoin de gens en colère, de gens qui mettent les mains dans le moteur, comme Jean-Claude, pour faire avancer l'ensemble. Mais il y a une situation... En fait, le problème de l'auteur, et ça je lui en veux, il est prêt à tout pour se faire publier. Et je veux dire, ça me désole, moi, en tant qu'éditrice, qu'un auteur, qu'une autrice soit dans cette situation-là, parce que j'ai pas besoin que les gens... j'estime que c'est notre boulot de nous dire oui ou non. C'est comme ça. C'est un métier un petit peu... qui a sa complexité, là, mais... Sinon, ça n'est pas à voir avec une personne, ça n'a pas à voir avec les conditions qu'on accepte. Mais comme quand on est en situation de faiblesse, c'est pas parce qu'on dit oui à tout qu'on sera mieux respecté. Et ça, je crois que ça va chercher dans quelque chose qui est vraiment la création, met les gens en situation de besoin de trouver le jour, la lumière. Et dans ces cas-là, eh bien, voilà, cette obligation fait qu'on ne regarde pas assez les conditions et qu'on n'engage pas un rapport qui n'est pas de force, qui est un rapport, point barre. Mais et là, à partir de ce moment-là, il y a toujours des gens pour en profiter. Enfin, c'est mécanique, malheureusement. Mais dès 2000, il y a déjà la réflexion sur le droit numérique. Déjà, rien dans les premières réflexions, dans les premiers textes du droit du cerf, il y a déjà cette réflexion sur... Quand il n'y a plus d'imprimeurs, quand il n'y a plus de diffuseurs, à quel montant peut s'élever le droit d'auteur? Et je crois que c'est pour ça aussi que la mission Sirinelli, qu'il y a le Sénat, qu'on nous a demandé de venir discuter avec les enquêteurs du ministère de la Culture sur quelle rémunération pour le numérique. Et là, ça a pesé, et puis pour relire, après, ça a pesé énormément. Quand on lance un combat, on ne sait jamais sur quoi il va réussir. En fait, ce combat a abouti sur le fait que relire
a fait flop. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas relire, vous pouvez préciser? Relire, c'est le dispositif, c'est pas la loi. Là, on parle de la loi sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle, qui date de 2012, par laquelle l'État français souhaitait numériser des romans ou des textes qui n'étaient plus disponibles, généralement parce que l'éditeur avait cessé de l'exploiter, mais d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un opt-out. Les listes des livres qui allaient être numérisés étaient diffusées sur Internet et les auteurs devaient deviner que leur livre était présent sur cette base de données et décider si oui ou non ils allaient être numérisés et partager 50-50 la rémunération avec les éditeurs en défaut. Et il a quand même fallu aller jusque devant la Cour de justice européenne pour avoir une réponse. Et si je ne dis pas de bêtises, le jugement sur la Cour européenne est arrivé malheureusement après la disparition de... 3 mois après. 2016, mais 4 mois après la mort de Yal. Et c'est d'ailleurs un avocat belge, Melchior Watley, qui a défendu la Convention de Berne et qui est quand même ce qui régit le droit d'auteur dans toute l'Europe. Et dans ces combats, alors je voudrais pas qu'on croie, on parlera après aussi de ces combats pour l'accès à la culture, hein, parce qu'il ne s'est pas battu que pour le droit des auteurs, mais aussi pour l'accès. Hein, il était dans les combats, que ce soit l'image qu'on laisse dans cet échange. Qu'est-ce qui fait que vous, toi Sarah, toi Jean-Claude et d'autres aussi, les suivis dans ces combats-là? Qu'est-ce qui en faisait un fédérateur? D'abord, il avait raison. Ensuite, c'était une question de justice et il était très convaincant. Il savait comment expliquer pourquoi c'était juste, pourquoi il fallait se battre. Oui, moi, j'étais une personne assez atypique de ce côté-là parce que d'un côté, tu as Pierre Bordage qui lit pas ses contrats en entier et tu as quelqu'un comme moi qui travaillait à Airbus, qui gérait des projets européens dont le contrat faisait 400 pages et qu'on décortiquait à la virgule. Il y avait des réunions pour dire non, cette virgule, elle n'est pas là, elle est à tel endroit. Je veux dire. Donc, le contrat que me donnait une maison d'édition, je savais le faire, je savais le lire et je pouvais répondre à ça. Et je m'apercevais aussi, et c'est une des discussions qu'on avait avec Ayerdal depuis très tôt, c'est que les maisons d'édition sont des petites PME. Des gens qui n'ont pas les moyens nécessaires, pas toutes en tout cas, d'avoir un service juridique compétent, d'avoir quelqu'un qui se tient à l'écoute de l'évolution des lois, etc., etc. Je peux vous raconter une anecdote justement de Yal. À un moment donné, on va au Fleuve Noir, Yal et moi, pour je ne sais plus quelle raison, et on va voir Christian Garot, et on lui dit, tu sais quand même que tes contrats depuis des années sont des contrats dans lesquels il y a au moins une clause qui est illégale depuis le jugement de la cassation, tel truc, on lui donne les références, on dit, il faudrait quand même que tu le supprimes depuis le temps. Et Christian, qui était un type tout à fait honnête, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, qui nous dit, ok, bon, on va descendre au service juridique et on va leur expliquer ça. Et on débarque et on tombe sur un stagiaire, littéralement un stagiaire, qui nous dit, mais il n'y a que moi, et j'ai rien le droit de faire. J'ai juste le droit de changer le nom de l'auteur sur le contrat type, mais j'ai pas le droit de le bouger. Et Garot lui dit, attends, je suis quand même le directeur du truc, si je te dis de le faire. Et le gars s'est mis à pleurer, il a dit, je veux pas être viré. Et donc là, tu te rends compte, il y a les mots, on se dit, on n'est pas confronté à de la malhonnêteté, on n'est pas confronté à... On est confronté au fait que ce sont des sociétés qui, en général, n'ont pas les bonnes personnes pour faire ça. Moi qui venais d'une boîte, je veux dire, 16 000 personnes, rien qu'en France, avec un service juridique qui était par contre verrouillé de chez verrouillé et lourd, tu vois, et des gens qui étaient très compétents, qui venaient nous aider et tout, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Pour la petite histoire aussi, je suis historiquement la première personne à être arrivé au Fleuve Noir en 91 avec une disquette. Vous imaginez, une disquette. Ils avaient des machines à écrire électriques à boules. Je raconte pas. Et quand je leur ai dit, voilà, mon bouquin est là, vous n'avez pas besoin de le faire ressaisir, eh bien, les gens qui faisaient la compo, qui étaient des Marocains et qui étaient aussi chargés de la saisie, ont salopé la compo exprès pour dire, tu vas pas nous piquer notre boulot. Et du coup, j'ai dit au Fleuve Noir, mais moi, je peux faire des gabarits
pour mes copains auteurs qu'ils tapent sous fichier Word. Je leur avais donné une disquette PC avec un document Word, donc c'était pas difficile à trouver. Et j'aurais dit, je peux vous faire un gabarit et ils vous sortiront carrément les pages clichés imprimées laser, à partir duquel votre éditeur n'a juste qu'à réduire. Vous économisez toute la phase de mise en page, etc., de trucs. Et nous, on va être payés pour ça. Et donc, beaucoup d'auteurs, la plupart des auteurs d'ailleurs du Fleuve Noir de cette période-là, il y a le premier, mais aussi Genefort, Wagner, etc., mettaient en page leurs propres livres, à partir des gabarits que j'avais créés. Et c'est écrit, si vous regardez un Fleuve Noir de cette époque, c'est écrit, ce texte a été mis en page par l'auteur et imprimé à Bussière, Saint-Amand. Et ça, on avait touché les sous qui allaient bien pour ça. Et moi, j'arrivais avec une disquette, venant d'une boîte où depuis pratiquement 10 ans, il n'était pas concevable d'avoir une machine électrique. C'était pas concevable. Et j'arrive dans un truc où on me dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, l'objet est absolument invraisemblable. Ben, je peux dire que là, tu es obligé d'introduire une réflexion. Et avec YAL, tout ce travail technique a été de dire, on peut faire ça. Et pour avoir vécu des réunions à la Commission européenne, y compris avec des éditeurs français que je ne nommerai pas, mais des gros éditeurs, qui expliquaient froidement à la Commission européenne que fabriquer un livre numérique, ça coûte très cher et que vous comprenez, c'est un truc épouvantable, vous n'imaginez pas le niveau de complexité que ça. Et un jour, je m'étais énervé, je leur avais dit, écoutez, j'avais dit aux gens de la Commission européenne, j'ai dit, j'ai mon PC là, ici. Vous avez un texte, n'importe quoi, un compte-rendu, un truc comme ça, un peu gros, je vais vous faire le livre numérique devant vous, en 5 minutes. Et je leur ai fait. J'avais les outils qui allaient bien sur mon ordinateur. Et j'aurais dit maintenant, vous avez des sociétés chinoises qui le font pour $100 pour le bouquin, une fois. Alors vous n'allez pas m'expliquer que c'est compliqué, que c'est cher, etc. C'est pas vrai, pas à moi. Et je peux te dire que ça avait foutu un truc, je m'étais engueulé avec certaines personnes, mais bon, on avait ça, tu vois. Et quand j'ai publié en folio, mon premier bouquin qui a été repris en folio, ils m'ont proposé 10% sur les droits numériques. Je leur ai dit, vous êtes gentil, mais non. Et ils m'ont dit, on ne savait pas que vous étiez au courant, on peut monter jusqu'à 15. Et j'ai dit, écoutez, je viens de le publier moi-même sur Amazon, je touche 70%. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me parler ou pas? Ils m'ont dit, non, on vous laisse le droit numérique, il n'y a pas de problème. Tu vois, on avait cette démarche-là. Et on a créé, avec Ayerdal et avec d'autres personnes, avec toi entre autres, une maison d'édition qui avait pour but justement de republier en numérique des livres qui étaient, je dirais, qui n'étaient plus disponibles, mais qui étaient encore tout à fait d'actualité, des livres de nos camarades écrivains. Parce que nos camarades écrivains, ils avaient quelquefois le 6e ou le 7e tome d'une série disponible, mais les 5 premiers qui ne l'étaient pas. Donc on disait, on voulait refaire en numérique. Mais oui, c'était aussi un combat contre le prépayé en bibliothèque, comme ça a été aussi un combat contre Adopi, mené d'ailleurs par Roland Wagner au départ, avec cette phrase magnifique qui l'ouvre, « Nous, le peuple de la science-fiction ». Qui donne toujours des frissons et qui a été lu à l'Assemblée nationale. J'étais content qu'il y avait une phrase. J'avais une phrase dans ce manifeste et quand tu as une phrase qui est lue à l'Assemblée nationale tu te dis ah ouais quand même là ça y est ma vie est foutue, je peux faire autre chose. On a passé un stade là, on est et dans tout ça, Sarah, j'ai envie de te poser une question parce que en tant que femme d'Ayerdal aussi, à la maison ça devait être le bordel, il y avait du monde tout le temps, ça devait... Non. Non, même pas? Non. Non, mais on habitait à Bruxelles, tu sais. Ah, c'est un peu plus loin. Ne c'est pas ça, il y a une frontière. Il y a beaucoup de Français qui ne passent pas la frontière. Autant quand il habitait en France, il y avait souvent des gens chez lui. Autant à Bruxelles, c'est plus rare. Toi, oui. Il y en a d'autres qui sont venus, mais il y a plein de gens qui n'ont pas passé la frontière. Mais enfin, autant qu'il m'en souvient, parce que moi, du coup, je ne suis pas allée chez YAL quand il habitait Lyon, mais par contre, lui, il venait chez Pierre Bordage qui habitait Nantes. Donc, c'est là que je pouvais le retrouver avec un peu de monde. Mais ce n'était pas l'Assemblée, enfin, il savait où étaient les assemblées. Les assemblées, elles étaient dans les lieux institutionnels. Il occupait, quand il est sur un festival, il l'occupait pleinement. Par contre, dans l'intimité, tu as parlé de faire des repas. Oui, effectivement, il était surtout question de sport, surtout avec Pierre Bordage, de sport, de bouffe. D'ailleurs, moi, je lui avais demandé, mais comment faire pour ce que tu fais là, de nous faire des quatrièmes, je ne peux pas laisser ça en l'air. Enfin, ce n'est pas tu fais ça, soit c'est Jean-Claude, ton ami, et l'écrivain que tu as envie d'accompagner, mais nous, on est une maison d'édition. Donc, elle m'a répondu, un plat de pâtes.
Voilà. Mais j'avais pris ça très pourtant, il n'aimait sérieusement. pas les pâtes. Voilà, bah, tu vois, comme ça, j'ai pas été obligée de lui en payer beaucoup. Mais en fait, voilà, c'était pas du tout. Ce que j'ai vécu, le peu que j'ai vécu de quotidien avec lui, m'a fait voir que c'était pas un homme, voilà, qui refaisait de l'assemblée dans le privé. Enfin, le privé, c'était le lieu de l'amitié et de la vie quotidienne. Oui, mais il aimait bien les grandes fêtes, il aimait bien les grandes tablées, il aimait bien. Il n'était nourrir pas du les tout amis. hiérarchique. Non. C'est énorme. Ça n'existait pas. Ce n'était pas un chef, c'était quelqu'un qui stimulait, qui fournissait des impulsions. Mais ce n'est jamais quelqu'un qui a revendiqué le fait d'être le patron. Jamais. Ça lui était mais complètement, et c'était étranger à l'idée à sa manière de fonctionner. Il lançait un projet, il fédérait autour de lui, mais il n'arrivait jamais en disant bon, c'est moi le chef, c'est comme ça que ça va se passer. Jamais. Même quand on a écrit ensemble, il y avait cette espèce de respect absolu de ok, trouvons un ensemble commun, toi et moi, pour être d'accord, pour être là. Jamais c'est moi qui suis l'auteur qui fait ci. Et on a essayé de lui coller cette étiquette-là, et elle s'est toujours décollée. Il l'a arrachée avec désinvolture, il ne l'a jamais laissé adhérer, jamais. Non, on a le chef de file, mais non, pas de chef. Il était anarchiste, donc l'idée même de chef était aller à l'encontre de ses opinions. Mais un vrai Il n'a leader pas quand fait même. qu'écrire. Il aurait absolument refusé cette expression. Vraiment, c'était contraire à qui il était, à ses convictions, à sa façon d'être, à sa façon de vivre. Vraiment. Mais tu n'as pas fait qu'écrire un roman avec lui. Tu as aussi corrigé, relu, écrit un chapitre par-ci, par-là. Oui, soyons clairs, il y a dans les bouquins subséquents d'Heyerdahl, et en particulier dans les bouquins alimentaires qu'il a écrits aussi pendant qu'on écrivait Étoile mourante, il y a des passages à moi, et de la même façon que dans la réédition d'Étoile morte ou d'autres livres que j'ai fait depuis, il y a la patte discrète d'Heyerdahl qui de temps en temps me dit mais là ton dialogue, Jean-Claude, excuse-moi, mais t'es un peu léger, quoi, t'es un peu Mickey, je vais te le refaire. Et il le refaisait et c'était mieux. Et dans ces cas-là, on dit merci monsieur, on met le truc, et puis voilà, quoi. Donc tu as publié, que tu le veuilles ou non, des petits bouts d'Heyerdahl, et moi, lui a publié des petits bouts à moi. Et j'ai eu un moment quand même extraordinaire où son éditrice, parlant d'un de ses bouquins, lui a dit, tu vois, Yal, il y a vraiment que toi qui sais écrire ce genre de scène. Et malheureusement, c'était pas lui, quoi. Nous en avons beaucoup ri. Mais l'idée du crayon rouge et de se faire relire et de relire les autres était aussi quelque chose qui était très important pour lui. Ce partage, cette façon de travailler ensemble, de s'apporter un soutien, de s'apporter une relecture, des conseils, etc. C'est quelque chose qui pour lui était extrêmement important et sans ego. C'était vraiment tout le temps, avec tout le monde, sans ego, sans essayer de se mettre en avant par rapport à ça, juste parce que on fait le même métier, on est sur le même bateau, on fait le même voyage, faisons-le ensemble. C'est vrai que dans une des interviews que j'ai eu la chance de faire avec lui, il expliquait qu'il voulait faire un roman avec Roland, un autre avec Pierre, et il a réussi avec toi, Jean-Claude. Nous l'avons là. Alors, comme je te disais, Sarah, j'ai beaucoup de chance, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, Étoile mourante. Comment on écrit en duo avec Yal ? Au début, soyons clairs, nous avons décidé d'écrire une nouvelle. Ça a donné 1 200 000 signes, hein, quand même. Bon, je veux dire. D'abord, il y a une chose absolument phénoménale, c'est la générosité que pouvait représenter Heyerdahl. C'est-à-dire, vous arrivez avec le petit doigt, il vous amène le reste du squelette. Et puis à partir de là, tu lui dis, mais attends, on a un squelette, mais on pourrait faire carrément une foule. Et il arrive et dit, mais dans ces cas-là, pourquoi on ne ferait pas une civilisation ? Et puis complètement à la fin, tu déplies l'univers, quoi. C'est parce que c'est comme ça que ça marche. Et il y avait, aussi bien je pense de ma part que de la sienne, il y avait un respect profond de ce que faisait l'autre. C'est-à-dire qu'il est venu me voir en disant, tu sais faire ça et je ne sais pas le faire. Et je suis venu le voir en lui disant, tu sais faire ça et je ne sais pas le faire. Et la réponse immédiate, ça a été, ok, je te montre. Et de son côté comme du mien, quand il attaquait une partie qu'il faisait mieux que moi, et il y en avait même pas mal, et il me disait, écoute, je te montre. Et après, quelquefois, je repassais derrière et il me disait, ouais, ok, c'est mieux, tu vois. Tu commences à sentir le truc. Et au bout d'un certain nombre de fois, ça arrivait. Bon.
Alors à partir du moment où on travaille dans ces conditions-là, on avançait. Alors l'inconvénient, c'est qu'on n'avançait pas vite. Merci Internet quand même qui nous a permis d'échanger des textes, d'avancer. Tous les soirs, on écrivait quelque chose, qu'on essayait d'avancer sur ce truc-là, mais c'était gros. Et puis le problème qu'on a eu, c'est que ce bouquin a eu plusieurs phases. C'était parti d'une nouvelle, c'est devenu un roman, puis un roman dont on s'est dit non, la fin est beaucoup trop étriquée. On ne peut pas se contenter de ça, il faut aller beaucoup plus loin. Donc il a fallu incorporer la première fin qu'on avait prévue comme une simple péripétie et à un moment donné réfléchir et se dire mais on va où? Et quand on a trouvé quelque chose qui allait, on avançait, puis à un moment donné on disait mais il faut aller encore plus loin. Et on escaladait une montagne en disant on n'arrivera jamais au sommet mais on s'en fout. C'est tellement merveilleux d'escalader ça qu'on continue. Et un jour, à notre grande surprise, on est arrivé en haut. Et à ce moment-là on a dit mais on a fini? Ce bouquin est fini? Eh bien, on l'a publié, voilà, c'était étonnant. Mais écrire, ça a été véritablement s'installer autour d'une table, peler les mêmes carottes, je sais pas, dépioter notre truc, boire un coup de son vin à lui ou de mon vin à moi, et parler de ça, parler de nos envies, parler du fait que lui et moi venions d'horizons complètement opposés. Nous n'avions a priori aucune raison d'être d'accord, sauf qu'on avait tous les deux envie d'aller au même endroit. Il y est parti de son point de départ, moi du mien, mais on allait dans la même direction. Et ça, c'est une chose, c'est une intuition qu'on a eue dès le début. Nous allons, toi et moi, vers le même endroit. Et alors là, j'avais une question. Oui. Vas-y, excuse-moi. Oui. C'était des allers-retours. C'était des allers-retours. Moi, quand j'ai écrit une nouvelle avec lui, c'était aussi des allers-retours. J'écrivais un bout, il relisait, il ajoutait quelque chose, il me le renvoyait, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se dise, ok, là on est bon. Mais c'est des allers-retours, c'est des échanges, toujours des échanges avec Yal. C'était jamais l'un plus que l'autre, c'est toujours des échanges. Par contre, moi, ce que j'ai retenu, et c'était très bien dit par Jean-Claude, c'est qu'il y avait cette nécessité chez lui de ne jamais repartir en arrière. Enfin, il fallait toujours partir de là où on avait laissé et continuer. Donc, du coup, quand tu décris l'élargissement et le fait que tout d'un coup, vous finissez par devenir des bâtisseurs d'univers, ça correspond à cet intellect, parce que c'était quelqu'un d'intellectuellement exigeant, et sa pulsion si on mélangeait il était un intellectuel en acte, et à partir de là, il n'y avait pas de... Oui, il n'y avait que du... Alors j'ai une expression qui n'a rien à voir avec lui qui me vient, mais c'est un autre auteur qui s'appelle John Crowley qui parle dans un de ses livres du côté bec. Voilà. Dans Cra, qui est une corneille qui nous accompagne, nous l'humanité, et la question est d'être côté bec quand on est un oiseau. Et je pense que c'était vraiment réellement quelqu'un qui était côté bec. Il nourrissait les autres. Encore plus qu'il ne se laissait nourrir, il nourrissait les autres, aussi bien en cuisinant qu'en écrivant. Et du coup, j'ai une question, parce qu'on a quand même autour de la table un récipiendaire déjà accordé du prix Heyerdahl, et Mireille, tu le reçois ce soir. Qu'est-ce que ça fait? Parce que je sens beaucoup, dans les échanges qu'on a, je sens beaucoup d'affection, beaucoup de respect pour l'homme, etc. D'amour. Qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix Heyerdahl? Déjà, moi, j'étais très contente quand on m'a proposé de faire un prix Heyerdahl. Quand Pierre-Marie Consario est venu me voir, est-ce que tu accepterais qu'on fasse un prix Heyerdahl à Angers pour l'ensemble d'une œuvre? J'étais enchantée. Que ce soit aussi pour l'ensemble, pas juste pour un texte, mais pour une carrière, une vie, une écriture. Et ça m'a fait très, très, très plaisir. Et je peux te dire une chose, c'est d'abord, le premier sentiment que j'ai eu quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, mais Heyerdahl aurait été mort de rire. Et le simple fait de faire rire Heyerdahl était déjà une satisfaction phénoménale. Et je l'ai accepté avec profondément de reconnaissance, en plus remis par les fils de Casa, l'illustrateur et dessinateur, donc, qui était quelqu'un quand même qui a joué un rôle, et qui joue un rôle encore extrêmement important dans notre milieu, qui est quelqu'un qui nous a fait des couvertures extraordinaires, qui nous a fait des illustrations, qui a fait tout un tas de choses. Je me suis dit, c'est chouette. Après, j'étais incapable de recevoir les sous. Ça, je le dis clairement, je ne les ai pas pris. Parce que ce n'était pas concevable. Mais
à côté de ça, le prix lui-même. Puis il y avait, je le signale aussi parce que c'est vraiment important, il y avait une œuvre d'art. Il y avait un travail avec du bois et de la sculpture qui était magnifique. On m'a dit, est-ce que tu as une phrase qui est importante pour toi, que tu aimerais mettre dessus? Et j'ai trouvé la phrase qui allait bien. Et ils m'ont donné ça, etc. Et je l'ai dans mon bureau, je le regarde régulièrement. Je me dis, ok, ça c'est quelque chose qui me reste. Donc, Yal ne m'a jamais quitté. Soyons clairs, il est connement parti et je lui en veux beaucoup. Et la prochaine fois que je le verrai, je lui mettrai 2 claques. Mais il est toujours, quand j'écris, croyez-moi, il est derrière mon épaule et il commente. De temps en temps, il se permet de me dire, non là, Jean-Claude, tu reviens en arrière. Non là, excuse-moi, mais tu te regardes pédaler, tu n'es pas dans le truc, tu y es pas, refais. Et il a raison. Et donc je l'écoute, j'écoute sa voix de derrière, tu connais ça aussi, et je reviens dessus. Yal, depuis que je connais Yal, je n'écris plus les mêmes choses, et je les écris, je pense, mieux. Grâce à lui, je suis allé à des endroits où je n'avais pas pied, alors qu'à l'époque, disons, je ne voyais pas l'intérêt d'eux. Yal m'a imposé la notion de risque, la notion de, je dirais, de progression nécessaire, et je lui en suis profondément reconnaissant. Voilà. Donc ce prix, merci Monsieur Yal, quoi. Et de ton côté, Mireille, tu le reçois juste après? Oui, ma foi, alors... Bon, un prix, je ne sais pas. C'est Pierre-Marie, quand il me l'a annoncé, m'a quand même laissé le choix de le refuser. Je pense que je n'avais pas d'idée sur la question, mais ce qui m'a fait répondre rapidement oui, c'est parce que c'était le prix Heyerdahl. Parce que du coup, oui, nous, peuple de l'ASF, enfin, je me sens sous son aile, et on continue effectivement. Finalement, on est en train de dire que cet homme était aussi un frère. Je pense qu'il ne faut pas dire un père, il faut dire un frère. Mais oui, c'est une raison essentielle, le fait que ce soit sous son patronage, et parce que ça dit tout de ce qu'on peut penser de la science-fiction grâce à lui. Et en particulier d'ailleurs ce que ça veut dire aussi littérairement, parce que il y a aussi la question de l'écriture, il n'y a pas que les idées, sinon ça ne fait pas un auteur, voilà, ça ne fait pas un roman. Et je veux dire, on se pose tellement de questions sur la littérature de SF, sur sa validité. Alors déjà, ne serait-elle pas juste un divertissement? Ne serait-elle pas juste pour quelques-uns et quelques-unes? Et ne serait-elle pas vite dépassée, puisqu'elle prétend assez naturellement s'appuyer sur des choses de type scientifique, comme si les gens qui écrivent sur la vie d'un quartier ne s'appuyaient pas sur une réalité qui sera dépassée 10 ans après. Voilà, donc sur la question de la validité de la science-fiction. Et donc du coup, cet homme qui a écrit des livres, de toute façon, nous accompagneront longtemps, puisque ce sont des livres d'un romancier qui, bien sûr, dans un contexte particulier, mais ce sont des traces qui ne cessent pas. Et je crois que c'est Pratchett qui, dans les diverses choses qu'il a pu dire autour de son futur décès, puisque lui, il l'attendait, il disait, tant que le nom d'un homme est prononcé, il n'est pas mort. Et là, bon, ça n'arrivera pas. Et puis, oui, c'était pas seulement un écrivain de science-fiction, c'était un auteur, c'est quelqu'un qui a quand même écrit 72 fois un premier chapitre pour qu'il soit bien. C'est quand même l'auteur du premier chapitre de Transparence, qui est un des plus beaux qui ait jamais été écrit. C'est énormément de textes, c'est énormément d'idées, c'est énormément de mots, de poésie, de force. Et c'est important. Et c'est important que vous l'ayez tous les deux. Pour ça aussi. Je voulais vous partager, je l'ai emmené volontairement, il tombe à point. On partage avec. On partage avec. Oui. Je déteste qu'on dise je veux vous partager. Non, je veux partager avec vous. Effectivement, tu as raison. Le Bifrost qui vient tout juste de paraître sur Heyerdahl, et dedans vous allez retrouver notamment
on te retrouve pour parler d'Heyerdahl, on te retrouve pour parler d'Heyerdahl, une interview, la liste de ses romans. Enfin, franchement, une nouvelle magnifique. Une nouvelle magnifique. C'est une belle synthèse si vous ne connaissez pas pour vous mettre l'eau à la bouche. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à nos trois intervenantes et intervenants? Je parle assez fort quand même. C'est plutôt une question pour Mireille Rivalan. Est-ce que Yal, en tant qu'auteur, quand on est éditeur, est-ce que c'était quelqu'un de difficile? Alors, moi, je n'ai pas publié de livre de Yal. Il se trouve qu'à un moment, d'ailleurs, tu me diras, je dirais que c'est fin des années 2000, et vous me diriez ça. Il a eu un moment où il écrivait moins, où Marion avait monté Diable au vert, bien sûr, début 2000. Juste il y a eu après transparence. Il y a eu un coup de mou. Entre 2004 et 2008, en fait. Je pense que voilà. Hein, donc il se trouve que Yal me contacte et me demande où j'en suis de son œuvre, ce qui me paraît une question sensée, pourquoi pas. Et je n'ai jamais eu l'intention de publier un livre de Heyerdahl au regard de Marion, Mazorik, éditrice de Diable au vert. Mais à partir du moment où je devais une réponse à Yal, j'ai relu tout ce que j'avais, ou peut-être même commandé des livres que je n'avais pas. Donc j'ai relu une dizaine de livres d'Heyerdahl pour pas tout faire non plus, et que j'avais lu récemment. Et j'ai engagé une discussion avec lui sur des choses en disant, alors ça, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces œuvres, dont certaines étaient du coup des années 90. Mais ça, c'est des choses classiques pour un éditeur. C'est que tout d'un coup se pose la question du fond. Le fond et comment on réactive et comment on réactualise. Donc je n'ai jamais cherché à élucider quoi que ce soit dans cette histoire, mais par contre je peux imaginer qu'il y a un moment où on se dit oui, mais mon œuvre, est-ce que tu continues à la publier, est-ce que tu la remets à goût du jour? Nous avons cette discussion avec Jean-Claude en ce moment autour des recueils de nouvelles qui, pris séparément, deviennent complexes à réimprimer, et il a d'autres envies. Et vous voyez, c'est des discussions légitimes. Donc je ne doute pas que Yal et Marion n'aient pas eu cette discussion. Après, quand vous avez dit que lui, quand il y avait un mur, il fonçait dessus, comme Marion est quand même pareil, je ne sais pas si le mot discussion est très adapté à leur situation. Bon, donc je peux imaginer tout ce qu'on veut. Simplement, là, je relis, et du coup, je lui dis, de toute façon, je ne sais pas ce que tu vas vouloir écrire. Il est hors de propos que la Talente republie des livres comme ça, non plus. Et je vois bien que de toute façon, la question de toucher à un texte pour lui, et ça a à voir avec ce que tu dis de sa façon de s'y prendre, et devait pas être évidente. C'est-à-dire que je ne sais pas, je pense que, en tout cas, là, quand on entame une vraie discussion, et au téléphone, en plus on ne s'est pas spécialement vu, donc il n'y avait pas cet effet de vie commune à partager, eh bien je me suis dit que de toute façon, là c'était toujours ça passe ou ça passe. Voilà, parce que je ne pense pas que c'est quelqu'un qui voulait casser, mais ça passe ou ça passe. Et le plus simple, de toute façon, moi la question, je savais que ne se posait pas, je ne me projetais pas sur une publication d'un texte de Yal. Mais il aurait pu l'envoyer et j'aurais pu faire ma petite part d'une lecture et tiens, voilà. Il n'y avait pas la question de devenir l'éditrice de Yal. Mais par contre, j'ai plutôt l'intuition et la preuve en mémoire que c'était pas quelqu'un sur lequel on y allait avec le crayon parce que une fois qu'il était allé quelque part, côté bec, il continuait lui. Il pouvait absolument pas repartir. Mais il adorait se disputer avec Marion. Il s'est énormément disputé avec Marion. Et en même temps, il a toujours dit que Marion lui a permis d'être le meilleur de lui-même. Lui a permis d'aller encore plus loin dans son écriture. D'ailleurs, je voudrais signaler que le mois prochain ressort Rainbow Warriors au Diable Vauvert pour les 25 ans du Diable. J'ai écrit la préface d'ailleurs. Et qu'à partir d'octobre, donc malheureusement pour le 10e anniversaire de sa mort, le Diable Vauvert va publier des intégrales de son œuvre je crois qu'on a 4 volumes en tout.
Et pour faire un jeu de mots qui avait plu à Heyerdahl à l'époque, je lui avais dit, tu sais, vu la stature que tu as et vu l'importance de ton œuvre, tu devrais avoir une collection entière consacrée uniquement à toi. Et je lui ai dit, on l'appellerait Heyerdahl et demain Dahl, ça serait très bien. Des ailleurs d'eau. Ouais. Et on arrive à la fin de la table ronde. J'aimerais vous poser une question pour les lecteurs et lectrices qui ne connaîtraient pas Heyerdahl encore et lisaient Heyerdahl. Quelle œuvre vous recommanderiez pour commencer? Moi, je dis toujours la Bohème parce que j'adore la Bohème et l'Ivraie, parce que c'est son premier et parce que quelque part, c'est un de ses plus personnels dans sa réflexion sur la création et sur l'artiste. Et si vous partez du principe que vous n'aimez pas la SF mais que vous aimez bien le thriller, effectivement, Transparence est le bon point d'entrée. Et comme tu dis, le premier chapitre, Transparence, c'est une merveille. Et je suis très, très heureux et fier de ce chapitre-là parce que bon, il y a une histoire derrière et elle nous appartient à Yal et moi, quoi. Mais ces derniers romans, on les a relus tous les deux, on a travaillé à 3 en fait. Ah ben, alors moi, c'est Parleur. Voilà, Chronique d'un rêve enclavé maintenant. Parleur, voilà, c'est son ancien voilà. titre. Chronique d'un rêve enclavé, qui est la construction d'une utopie. Et je pense que c'est, voilà, pour moi, c'est différemment de Transparence et des autres livres, mais c'est un livre ultime. Voilà. Mais en fait, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que si vous tombez dans Heyerdahl, vous êtes foutu. Vous allez tout lire. Et vous aurez raison. Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était vraiment un moment passionnant. Et voilà, donc merci à vous. Et puis n'hésitez pas à rester pour le regard croisé avec toi, Mireille. Et ça m'a donné envie, hein, comme je te disais tout à l'heure, de relire ce que j'ai déjà lu et de lire ce que je n'ai pas lu du coup.